Vidéo numéro 19 à propos des étoiles. Bonjour. Cette vidéo forme un tout avec la précédente consacrée au Soleil. Les données sur les étoiles forment une partie majeure de l'astronomie et il est donc hors de question d'en faire ici une synthèse exhaustive. Je vais plutôt résumer, en les illustrant, les contenus de certaines pages web très bien faites sur la question, afin de permettre à chacun d'aller plus loin en partant de cette base. Commençons par un court rappel historique. On attribue à Giordano Bruno, vers 1584, l'affirmation suivante. Chaque étoile est un soleil semblable au nôtre, et autour de chacune d'elles tournent d'autres planètes, invisibles à nos yeux, mais qui existent. Cette idée révolutionnaire, associée à un grand nombre d'autres hypothèses trop en avance pour l'époque, lui a valu le bûcher. Un peu plus de 3 siècles plus tard, on découvrait les exoplanètes de façon théorique, avant une première image obtenue dans l'infrarouge en 2004 et que vous découvrez ici en fausse couleur. Il s'agit de 2M1207b, une planète d'environ 5 fois la masse de Jupiter et qui orbite à 55 unités astronomiques d'une naine brune, c'est-à-dire une presque étoile pas assez massive pour que les réactions nucléaires en son cœur la fassent briller. Entre la conjecture de Giordano Bruno et sa confirmation, il s'est écoulé beaucoup de temps. Il a fallu d'abord que Copernic, puis Galilée, arrivent à convaincre les astronomes que la Terre tourne autour du Soleil, pour qu'on puisse inventer la méthode des parallaxes permettant de déterminer la distance des étoiles. En 1838, Bessel fut le premier à déterminer avec succès la distance d'une étoile, la binaire 61 Cygni, qui montrait un mouvement propre très important, suggérant qu'elle était relativement proche de nous. Il trouva une valeur d'environ 0,3 secondes d'arc pour la parallaxe annuelle, ce qui indiquait une distance d'environ 700 000 unités astronomiques. Donc, par rapport au Soleil, toute chose égale par ailleurs, son éclat est divisé par 700 000 au carré, c'est-à-dire à peu près 500 milliards. Ceci, associé à la luminosité constatée sur Terre, permettait d'affirmer que 61 Cygni était une source lumineuse comparable au Soleil par sa puissance. La dernière phase pour identifier les étoiles à des soleils distants fut l'analyse spectrale de leur lumière. Le spectre de la lumière des étoiles a montré de grandes ressemblances structurelles avec celui de la lumière solaire. La première spectrographie d'étoiles, effectuée pour l'étoile Vega en 1872 par l'astronome amateur Henry Draper et perdue jusqu'en 1886, fut à la fois une confirmation supplémentaire de l'intuition de Giordano Bruno et le début de l'étude moderne des étoiles, conduisant à leur classification en 7 types spectraux O, B, A, F, G, K et M. Le type spectral d'une étoile correspond à la longueur d'onde de la radiation dominante, c'est-à-dire à la couleur. Les physiciens ont établi une correspondance directe entre la température de surface et la couleur de l'étoile. Cette correspondance est résumée par le tableau que je présente maintenant. On y trouve que la température de surface varie entre 3000 degrés pour les étoiles rouges et 30 000 degrés environ pour les étoiles bleues. La température du Soleil, un peu moins de 6000 degrés, le place dans la catégorie G des étoiles jaunes. Les étoiles rouges, type M, représentent 80% du total et sont très peu lumineuses. À l'autre extrémité du tableau, les étoiles bleues, type O, sont extrêmement rares, environ 1 sur 10 millions, et leur luminosité est extraordinairement élevée, de l'ordre de 100 000 soleils. Il faut cependant préciser que les deux lignes du tableau concernant masse et luminosité représentent des moyennes. Il existe des étoiles naines bleues de type O, par exemple Sigma Orionis,
et des géantes rouges de type M, Antares et Bételgeuse par exemple. On a d'autre part une relation empirique directe entre la masse et la luminosité d'une étoile. La luminosité d'une étoile de la séquence principale croît un peu plus vite que le cube de la masse. Cela explique pourquoi la luminosité des géantes bleues de type O est extrêmement élevée. Mais aussi pourquoi la vie des étoiles hypermassives est très courte, car elles épuisent leur hydrogène beaucoup plus rapidement qu'une étoile moyenne. A l'inverse, les étoiles naines évoluent très lentement. Il faut savoir que la couleur d'une étoile n'est pas fixe. Une étoile jaune ou bleue en fin de vie se dilate et devient rouge avant de s'effondrer. Le scénario de fin de vie d'une étoile dépend ensuite de sa masse. Une étoile légère, en dessous de 1,44 masses solaires, masse de Chandrasekhar, se contracte sur elle-même pour se réduire à une naine blanche à forte densité, après avoir perdu l'essentiel de sa masse expulsée sous forme de nébuleuse annulaire. Mais une étoile de plus de 1,44 masses solaires explose en nova ou supernova, auquel cas le cœur devient un pulsar, étoile à neutrons, ou éventuellement dégénère en trou noir. Les naines blanches, issues de l'effondrement d'une étoile, se refroidissent peu à peu et à la fin elles s'éteignent, devenant, au bout d'un temps très long, ce qu'on appelle des naines noires. Le point le plus obscur dans la vie d'une étoile est peut-être sa naissance, et c'est sur cette question que je conclurai la vidéo. Selon la théorie classique reposant sur l'hypothèse du Big Bang, il n'y aurait eu au début que des atomes d'hydrogène. Ces atomes étaient suffisants, sous l'effet de la gravitation qui les poussait à s'agglomérer, pour engendrer des étoiles productrices d'hélium lorsque la pression au centre atteignait une certaine valeur. Mais en réalité, toutes les étoiles observées ont un spectre qui indique la présence d'éléments chimiques plus lourds que l'hélium. Indépendamment des paramètres fondamentaux que sont la masse, la couleur et le diamètre, on a classé les étoiles en 3 populations différentes, suivant la proportion d'éléments lourds qu'elles contiennent. Beaucoup pour la population 1, dont fait partie le Soleil, un peu pour la population 2, pas du tout pour la population 3. La théorie consiste à penser que les étoiles de population 3 étaient les seules au début de l'univers et que leur durée de vie était très courte, car elles étaient gigantesques. Après leur explosion, elles ont dispersé l'hélium dans le vide environnant, ce qui permettait par fusion nucléaire de fabriquer progressivement des éléments de plus en plus lourds dans les étoiles des générations suivantes. Mais comment se fait-il que même dans les étoiles de population 1, la proportion d'éléments lourds soit actuellement si faible? Jusqu'à présent, aucune étoile de population 3 n'a été observée, ce qui est compréhensible, puisque si elles n'ont existé qu'au début de l'univers, elles sont extrêmement lointaines. On s'attend à des étoiles extrêmement massives, au-delà du millier de masses solaires, et donc extraordinairement lumineuses, dans le bleu ou l'ultraviolet. Mais à cause du décalage spectral lié à l'expansion, leur rayonnement observable sera dans l'infrarouge, voire de type micro-ondes. Si c'est l'infrarouge, le télescope James Webb est l'outil idéal pour les détecter. La découverte, puis l'examen approfondi des étoiles de population 3 seront d'une importance capitale en astrophysique si on y parvient. Et si aucune étoile de population 3 n'est découverte, aussi loin qu'on remonte dans le temps, il faudra s'interroger sérieusement sur la validité de nos théories actuelles.